Bientôt 14h30 sur BFM TV. À la une de l'actualité, cette colère et cette inquiétude d'habitants et d'élus de Seine-Saint-Denis au lendemain de l'évacuation de 130 toxicomanes à la limite entre Paris et le département voisin. La construction d'un mur de séparation entre les deux territoires provoque un véritable tollé. Anne Souris, adjointe Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris en charge de la santé publique, sera notre invitée. L'armée française, à nouveau endeuillée. Le caporal-chef Maxime Blasco a été tué au combat au Mali en affrontant des djihadistes. Ce chasseur alpin au parcours admirable est le 52e soldat français tué au Sahel depuis 2013. À la une de l'actualité politique, primaire au Congrès, les 80 000 adhérents Les Républicains votent aujourd'hui en ligne pour choisir le mode de désignation de leurs candidats ou candidates à la présidentielle. Et ce ne sera pas sans conséquence sur les chances des candidats à la candidature. Anne-Sora Dubois du service politique l'expliquera auprès de nous en plateau. Et puis à l'étranger, l'Allemagne s'apprête à tourner la page Angela Merkel après 16 ans de pouvoir. Des élections législatives indécises ont lieu demain. La chancelière a battu le rappel ce samedi pour le candidat conservateur de son parti. Nous serons à Potsdam dans un instant avec notre envoyé spécial Dominique Marie. Habitants et élus de Seine-Saint-Denis manifestent donc au lendemain de cette évacuation de quelques 130 consommateurs de crack depuis le Jardin des Halles dans le nord-est de Paris. Des toxicomanes pourtant murés côté Paris par la préfecture dans un secteur sans riverains aux abords immédiats. Mais la situation ne rassure pas les habitants de Pantin et d'Aubervilliers. Célia Jusfredi, Jérémy Père, Johan Chérifi, Julien Palou avec David Dunal. Il faut qu'on reste soudés parce que nos quartiers en ont assez. Ils sont venus pour échanger et s'organiser après l'arrivée des toxicomanes à plusieurs centaines de mètres de chez eux. Ces riverains expriment leur inquiétude. Je me fais régulièrement agresser, suivre par des individus qui sont pas très clairs. Donc c'est vrai que là, savoir qu'il va y avoir des toxicomanes, ça me rassure pas. Ces habitants ont décidé de se regrouper dans un collectif. Ils dénoncent la décision de la préfecture de police de déplacer les toxicomanes dans ce square. Une situation temporaire dans l'attente de l'ouverture de centres d'accueil. La zone se trouve juste à côté de leur quartier, l'un des plus pauvres du département. Il faut absolument éviter de rajouter des problématiques aux problématiques. On connaît déjà des problématiques de trafic de drogue. On a une instabilité sociale, une misère sociale qui est criante. On a des problèmes de salubrité, de propreté, d'agression. Les femmes sont hyper vulnérables déjà dans ce quartier. Donc on rajoute encore de la vulnérabilité, de la misère à la vulnérabilité en fait. Un mur a été construit hier pour éviter que les personnes déplacées ne rejoignent les quartiers résidentiels. Mais les habitants comme les élus locaux demandent à ce que l'État prenne ses responsabilités. Première question que je pose, c'est quel plan de prise en charge médicale et sociale pour ces toxicomanes, parce que chacun sait bien qu'il ne suffira pas de déplacer le problème pour que cette question, ce sujet se disparaisse. Le collectif de riverains compte organiser plusieurs manifestations ces prochaines semaines pour interpeller le gouvernement. Nous sommes en direct avec Anne Souris. Bonjour, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Vous êtes adjointe Europe Écologie Les Verts à la mairie de Paris en charge de la santé publique. Tout d'abord, on voulait avoir votre réaction sur ce mur qui a donc été construit à la va-vite, il faut bien le dire, à l'initiative de la préfecture de police de Paris. Quelle est votre réaction ? Je vous le dis, c'est non seulement à l'initiative du préfet de police de Paris, mais vraiment sans aucune concertation, encore une fois, y compris avec la mairie de Paris. Je peux vous dire que nous, on aurait absolument refusé ce type de procédé. Ça n'est pas possible de traiter ce sujet comme si c'était des gens qu'il fallait parquer. En dehors même du fait que les transférer du côté de Pantin est une aberration complète pour la situation qui est décrite par les gens qui habitent Pantin et le maire de Pantin, mais également pour des raisons évidentes. On ne traite pas le sujet comme ça. On ne met pas des gens dans des cars pour les parquer à 128 dans un parc. Ça n'est pas possible. Ça n'est ni une situation humaine, ni digne d'une démocratie. Et puis, ça ne résout rien puisqu'ils sont toujours là, ils ne sont pas soignés. Donc, leurs problèmes persistent. Et évidemment, quand on fait ce genre de choses, eh bien, on aboutit aussi à des morts. Parce que quand la drogue tue, c'est une aberration de ne pas le regarder, de ne pas regarder que ce sont des gens malades et désinsérés. Alors justement, vous posez vous-même la question, comment traiter cette problématique, puisque le problème du crack à Paris, ce n'est pas nouveau. Ces dernières années, ces consommateurs de crack, ils ont été délogés d'abord de la colline du crack dans le 18e, ils se sont retrouvés place de Stalingrad dans le 19e, puis au Jardin des Halles, retour dans le 18e, pour être évacués donc du côté de la place de la Villette hier. Et toujours cette balle que vous vous renvoyez entre la mairie et l'État.
l'État est responsable de la prise en charge de ces personnes malades. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour que la situation soit véritablement résolue? Ça dure depuis des années. Vous savez, on ne se renvoie pas la balle. On n'a pas toutes les missions, on ne peut pas tout faire, mais en revanche, nous faisons beaucoup de propositions. Et nous avons déjà travaillé avec l'État à un plan crack il y a quelques années, avec en particulier l'Agence régionale de santé, la préfecture d'Île-de-France. Mais il faut à un moment donné avoir le courage d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de faire des lieux intégrés de soins, qui permettent aussi aux plus désinsérés, aux plus dépendants d'être pris en charge, en particulier ceux qui auraient besoin d'un espace de consommation pour commencer à être suivis et encadrés. Vous savez, il ne faut pas avoir froid aux yeux. Et il y a un moment donné où, à part la mairie de Paris, pour l'instant, nous avons face à nous un État qui refuse de regarder cette situation. Et c'est un problème. C'est un problème. Alors j'espère qu'avec M. Véran, qui propose ces haltes de soins ces derniers jours, nous allons pouvoir enfin résoudre cette quadrature du cercle et en particulier que l'État lui-même résolve ses propres contradictions. Ça veut dire que vous avez, vous, de votre côté, le sentiment de faire des propositions, mais que vous n'êtes pas entendu? Ça veut dire que nous avons, vous savez que Mme Hidalgo a écrit une lettre à M. Castex il y a quelques semaines sur cette question-là, puisque nous n'avions aucune réponse tangible sur les lieux que nous proposions. M. Castex a dit que sur le principe, il était d'accord. Après, il a refusé de dire OK pour en particulier Pelleport, qui était un des premiers lieux qu'on propose. Un des lieux, parce que ce qu'il faut, c'est absolument un réseau. Mais en tout cas, ce que nous espérons avec Anne Hidalgo, c'est que maintenant, on ait un go sur l'ensemble des lieux que nous proposons pour pouvoir commencer à faire les choses sérieusement et pas de manière indigne et inhumaine comme c'est actuellement le cas. Ce mur est vraiment le summum non seulement de l'inefficacité, mais aussi de l'indignité. En ce qui concerne donc les soins, vous parlez de lieux intégrés de soins, Olivier Véran parle de haltes de soins. Il y a aussi cet autre sujet de crispation que ce sont les salles de shoot, pour faire un peu simple, ces salles de consommation à moindre risque. Là aussi, vous comprenez ou pas cette peur qu'ont de nombreux riverains à Paris de voir s'installer ces salles au pied de leurs immeubles pour des parents qui vont balader en poussette leurs enfants et qui ont peur de se retrouver confrontés à de la violence, à du deal, du trafic en bas de chez eux? Bien sûr, le problème, c'est que c'est extrêmement mal présenté par ce gouvernement. Un espace de consommation, ça veut dire au contraire le fait de ne plus avoir ces gens-là en bas de chez vous avec du deal. C'est exactement le contraire. Quand on a des dans le 10e arrondissement, c'est pas ce que constatent les habitants du 10e arrondissement où il y a cette salle de shoot. Vous savez, il y a eu des vidéos qui ont été filmées de personnes en train de se battre et de dealer. Je ne dis pas que ça résout tous les problèmes, mais il y en a plus que les 3/4 de moins dans la rue depuis qu'il y a cette salle de consommation. Il faut regarder les choses en face. Et c'est le cas. Moi, j'ai habité à Stalingrad, je peux vous dire, pendant plus de 20 ans. À l'époque, c'était des héroïnomanes qui étaient là. Ils étaient sur mon palier. Maintenant, ça n'existe plus. Si vous voulez, le problème, c'est que le mieux est l'ennemi du bien. Mais en tout cas, là, ce qui se passe, c'est que quand on ne fait pas d'espace de consommation, on garde les gens en bas de chez soi. C'est ce qu'ont compris les Suisses il y a 30 ans. On a 30 ans de retard, vous savez. Si on avait un réseau, évidemment, on a une salle à Paris. Vous vous rendez compte? C'est une salle, alors qu'à Genève, il y en a 20, alors qu'à Berlin, il y en a 20. À Paris, on devrait en avoir un réseau entier qui permettrait de ne plus avoir du tout de consommation dans la rue et avoir un circuit de prise en charge. C'est un premier pied vers une prise en charge et du soin sanitaire et social. L'espace de consommation, ça n'est pas un endroit où on laisse les gens consommer et où on s'en moque de ce qui leur arrive. C'est exactement le contraire. Merci Anne-Souris d'avoir été avec nous en direct sur BFM TV cet après-midi. Dans l'actualité également, une cérémonie militaire sera organisée en son honneur la semaine prochaine. L'armée française, une nouvelle fois, endeuillé après le décès du caporal-chef Maxime Blasco, soldat d'élite de 34 ans, mort au Mali hier lors d'une opération de reconnaissance contre un groupe terroriste. Il a succombé à de graves blessures dans la zone à très haut risque, dite des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso. Maxime Blasco, un héros de l'armée française, décoré à de multiples reprises pour actes de bravoure. Ce jeune père de famille est le 52e soldat français tué au Sahel depuis 2013. Son portrait est dressé par Camilla Giudice. Caporal-chef Maxime Blasco, au nom de la République française, nous vous conférons la médaille militaire. C'était le 18 juin dernier.
Le caporal-chef Maxime Blasco était honoré par le président de la République de la médaille militaire, après avoir déjà reçu la croix de la valeur militaire. Des décorations obtenues à la suite de sa 4e affectation au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane. C'est à cette occasion qu'il réalise en 2019 son fait d'armes le plus impressionnant. Visé par des tirs ennemis, l'hélicoptère dans lequel il se trouve doit se poser en urgence. Maxime Blasco est éjecté de l'hélicoptère à l'impact. Malgré de graves blessures, il traîne le pilote et le chef de bord jusqu'à une zone dégagée sur près de 50 mètres. Puis toujours sous le feu ennemi, les arrime par une manœuvre de fortune sur un hélicoptère venu en renfort, avant de s'accrocher par la seule force des bras au train d'atterrissage. Grâce à son action, lui et ses camarades survivent. Mais Maxime Blasco refusera par la suite d'être traité en héros. Il a sauvé ses 2 camarades dans un acte d'une bravoure incroyable. Et quand on lui avait dit « mais vous êtes un héros », il avait dit « non, j'ai sans doute été courageux, mais j'ai fait mon travail ». Il était d'un courage extrêmement résolu et c'était aussi quelqu'un, comme beaucoup des soldats de montagne, quelqu'un de très humble. Maxime Blasco était engagé dans l'armée au sein du 7e bataillon des chasseurs alpins de Vars en Isère depuis 10 ans. Ce tireur d'élite faisait partie d'un commando de montagne. Son bataillon, le 7e bataillon de chasseurs alpins, est déjà un petit peu la crème de l'armée de terre. Et dans cette crème, vous avez donc les commandos montagne. Ils ont des savoir-faire particuliers. Maxime Blasco était pacsé et père d'un enfant. Une cérémonie militaire sera organisée la semaine prochaine pour lui rendre hommage. Dans l'actualité également, à l'occasion de la journée mondiale pour la dépénalisation de l'avortement, des associations féministes tiennent à rappeler l'importance de ce droit. Et conformément à une proposition de loi finalement rejetée par le Sénat, elle demande aussi que la question de l'allongement des délais légaux d'avortement soit remise sur la table avant la fin du quinquennat. Alexandra Sergent. Toutes les semaines, Florence Gluckmann, bénévole au planning familial de Paris, reçoit des femmes enceintes au-delà du délai légal pour avorter. J'ai là une collègue qui m'a envoyé 3 cas de femmes qui vont être obligées de mener leur grossesse à terme et donc qui vont accoucher sous X parce qu'elles n'arrivaient pas à aller soit en Angleterre, soit en Espagne, soit voilà. Des situations encore nombreuses en France dues à des inégalités territoriales d'accès à l'IVG. Il y a des endroits où c'est très très difficile. On reçoit des femmes de province qui viennent chez nous parce que c'est trop compliqué là où elles sont. Avec cette fameuse double clause de conscience, on rencontre encore pas mal de gens qui essayent de décourager les femmes, qui ne les laissent pas choisir, des médecins qui disent ce qu'ils en pensent. C'est absolument dramatique. Le planning familial souhaite supprimer la clause de conscience des médecins et étendre le délai d'accès à l'IVG à 14 semaines. Cette dernière mesure fait débat au sein de la communauté scientifique. Pour la docteure Joëlle Belaïch-Allard, présidente du Collège national des gynécologues de France, ce changement ne résoudrait pas les problèmes d'inégalité d'accès. C'est une fausse bonne réponse d'allonger. Ce qu'il faut faire, c'est donner des moyens aux centres qui font des IVG. Il faut nous garder des places obligatoires au bloc tous les matins pour les IVG, des lits obligatoirement réservés. Tout ça, dans tous les hôpitaux, c'est très compliqué. Selon le Collège national des gynécologues, 80% d'entre eux ne sont pas favorables au rallongement du délai légal. L'actualité politique à présent, primaire ou congrès, les 80 000 adhérents LR votent aujourd'hui de manière électronique, pas encore pour désigner le candidat ou la candidate de la droite à la présidentielle, mais en premier lieu pour déterminer le mode de sa désignation. Le vote se clôt à 18h et Christian Jacob, le président du parti, annoncera les résultats à 18h30. Anne-Sara Dubois du service politique BFM TV est avec nous. Ce choix, il pourrait peser sur les chances du candidat ou de la candidate à la candidature ? Alors oui, parce que quand on a entendu ces dernières semaines, ces derniers jours, les différents candidats, surtout ceux qui sont les mieux placés, ne pas faire mystère sur leur préférence vis-à-vis d'un ou l'autre des modes de désignation. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est presque un pré-vote des militants pour dire où va leur préférence en termes de candidats. Par exemple, Xavier Bertrand n'a absolument pas fait mystère de sa préférence en direction du Congrès. Le Congrès, en résumé, ça veut dire la primaire fermée, c'est-à-dire uniquement les militants LR à jour de cotisation 15 jours avant le vote. En revanche, Valérie Pécresse, comme Michel Barnier d'ailleurs, ont affiché leur préférence en vue d'une primaire semi-ouverte. En clair, ça veut dire... C'est une primaire ouverte, c'est l'ensemble des adhérents et sympathisants qui accepteront d'affirmer qu'ils partagent les valeurs de la droite et du centre et accepteront quand même de figurer dans un fichier nominatif. Donc en clair, ça veut dire aussi que ce qui va l'emporter aussi aujourd'hui, ça sera une façon pour les militants de dire, parce qu'on préfère ce mode de désignation, d'une certaine façon, on préfère aussi le candidat qui a déjà dit qu'il était prêt à s'y soumettre. L'avantage aussi de ce congrès, effectivement, même si c'est une primaire un peu plus fermée, c'est que Xavier Bertrand, qui est vent debout contre la primaire depuis le début, qui ne cesse de dire que jamais
jamais il ne s'y soumettra. Et bien cette fois, le Congrès, il est prêt à se soumettre à ce mode de désignation des militants LR. Donc on verra les résultats ce soir. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que c'est l'extrême prudence qu'il y a dans cette désignation du candidat LR qui est aussi la trace des stigmates de 2017, c'est-à-dire que on sonde encore et toujours aujourd'hui, on va toujours pas choisir le candidat, on va choisir le mode de désignation qui va permettre de sélectionner le candidat. Avant, il y a eu des sondages, on a sondé les militants, on a sondé le bureau exécutif. On prend son temps. L'extrême prudence, on prend son temps. Et puis, ce qu'il va y avoir aussi, vraisemblablement validé par les militants ce soir, c'est la procédure d'empêchement. C'est Christian Jacob qui l'a souhaité. Ça aussi, c'est une vraie trace des stigmates de 2017. Et ça veut dire qu'à n'importe quel moment pendant la campagne, je cite, on pourra débrancher le candidat s'il ne peut, pour quelque raison que ce soit, rester dans la course. Jurisprudence Fillon 2017, extrême prudence côté LR jusqu'au bout. Merci beaucoup Anne. Et on l'a vu donc, résultat annoncé à 18h30 par Christian Jacob en direct sur BFM TV. Chez Europe Écologie Les Verts, c'est aujourd'hui que démarre le second tour de la primaire. Qui de Sandrine Rousseau ou de Yannick Jadot sera le ou la candidate des Verts à la présidentielle? 122 000 inscrits votent. Résultat final mardi annoncé par les organisateurs à 17h30 à Paris. Également dans l'actualité, direction le Nord, à Dunkerque, où une manifestation a eu lieu ce matin pour un référendum sur le projet des éoliennes en mer de Dunkerque. La colère y monte contre des projets d'éoliennes en mer, et comme il y en a beaucoup d'autres sur le littoral. Et à Dunkerque, la fronde a été lancée place du Centenaire par le collectif Vent debout 59. On écoute son président. Alors ce qui pose problème essentiellement, c'est l'impact paysager. On estime que ça va porter préjudice aux habitants de Malo-les-Bains. Ça va porter préjudice au tourisme local. Ça va porter préjudice aux restaurateurs, aux habitants, aux propriétaires aussi. On estime qu'avec quelques recherches qui ont été faites, les habitants pourraient perdre une valeur immobilière de près de 40%. Donc c'est quand même énorme. Tant qu'ils ne sont pas là, bien sûr, on nous dit que ce n'est pas vrai tout ça, mais je pense qu'à partir du moment où on aura 46 éoliennes de 300 mètres de haut à 10 km de la plage, l'impact il sera forcément évident. L'actualité à l'étranger à présent. Qui pour remplacer Angela Merkel après ses 16 ans en tant que chancelière de l'Allemagne? Environ 60 millions de citoyens sont appelés aux urnes pour voter pour leurs députés et le ou la successeur donc d'Angela Merkel. Dominique Marie, vous êtes notre envoyé spécial en Allemagne. 3 candidats font figure de favoris, mais finalement, est-ce que la finalité de tout ça, c'est pas forcément une coalition? Oui, c'est vrai que la spécificité de l'Allemagne, c'est un système électoral qui, au fond, dans les faits, empêche qu'un seul parti puisse vraiment écraser les autres. Le poids de l'histoire, sans doute. Et forcément, ça impose à celui qui arrive en tête de s'entendre avec ceux qui arrivent derrière. Ça oblige à faire des compromis pour réussir tout simplement à former un gouvernement. D'ailleurs, le ministre actuel des Finances d'Angela Merkel n'est autre qu'Olaf Scholz, qui est candidat à la chancellerie, candidat à la succession donc d'Angela Merkel, et qui est opposé donc à la CDU, le parti d'Angela Merkel. Pour résumer, c'est un peu comme si en France, François Hollande aurait été ministre des Finances de Nicolas Sarkozy, tout en étant ensuite candidat à la présidentielle. Je caricature à peine, mais vous le voyez, l'Allemagne n'est pas vraiment la France. En tout cas, dans les derniers sondages, c'est le parti justement d'Olaf Scholz qui arrivera en tête. Les sociodémocrates sont donnés autour de 25% devant la CDU, classée à droite, donc qui elle à 22% juste derrière. Viennent ensuite les Grünen, les Verts, qui sont à 17% des intentions de vote. Alors, on va pas se risquer évidemment ici à des pronostics. Ce qui est sûr, c'est que même si la gauche tire son épingle du jeu dans ce scrutin, il ne devrait pas y avoir de révolution. L'Allemagne continuera très probablement à être gouvernée au centre, un peu comme avec Angela Merkel, avec peut-être, c'est vrai, une taxe prévue pour les plus riches, et puis un salaire minimum révisé un peu plus élevé pour les Allemands. Le SPD, donc la gauche, les sociodémocrates et les Verts sont déjà tombés d'accord en cas de coalition entre eux. Merci beaucoup Dominique Marie, donc à Potsdam en Allemagne pour BFM TV avec David Coulomb. On parle à présent de ce volcan à La Palma qui inquiète toujours les autorités, avec notamment, il était à l'arrêt en raison de l'accumulation de cendres dégagées par le volcan Cumbre Vieja en éruption depuis une semaine, car il y a la lave qui gagne du terrain sur les habitations chaque jour, mais il y a aussi la fumée du volcan. On voit ça avec David Dunal. Les conséquences de l'éruption du volcan viennent jusqu'en France, David. Oui, on va regarder ensemble ces images de colonnes de fumée qui s'échappent du volcan. Vous les découvrez. 10 000 tonnes de dioxyde de soufre sont projetées dans l'air chaque jour. Alors ça forme
un nuage. Ce nuage, il se déplace. Vous le voyez sur ces images satellites. Il s'étend maintenant notamment sur la France après avoir traversé notre pays hier. Et ce nuage, il est concentré de gaz, donc de dioxyde de soufre. Alors d'après nos confrères du Parisien qui ont contacté plusieurs experts, ces experts indiquent qu'en se déplaçant, le nuage a perdu en concentration de dioxyde de soufre. Et ce nuage, il se situe à une altitude assez élevée. La seule chose que l'on pourrait constater, ce serait des pluies un peu plus acides que d'habitude